Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le vendredi 13 mars 2026, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cryptos. On a eu notre fameux top sur les 74 000. Rappelez-vous, on avait vu ensemble dans la dernière vidéo qu'on allait chercher les plus hauts, les liquidités au-dessus des anciens plus hauts qui étaient vers les 72 000. Donc on visait les 72, 74 000 pour commencer à shorter. Donc vous allez voir que c'est exactement ce qu'on allait chercher. C'est même parfait. On a fait un top pile, vous allez voir, sur les 74 000 au niveau de la FG Weekly et de la FG H4. Et ensuite, on est venu corriger. On est venu corriger assez fort, vous allez voir, jusqu'au bas du canal baissier, où au final, on est venu pull back le haut du canal baissier, qu'on avait break, du coup, il y a quelques semaines de ça, et sur lequel on a trouvé un rebond, assez de puissance pour former un rebond, et du coup, nous emmener jusqu'au point où on est actuellement, donc en haut du rebond, vers les 71 000, 72 000 $. Vous allez voir que dans cette zone aussi, c'est intéressant parce que on a la FG 12 heures et 30 minutes qu'on est en train de combler. Je vais vous montrer un peu mon avis par rapport à ça, mais je pense qu'on est toujours en fait dans cette phase de top à 74 000. On corrige, rebond pour aller combler la FG, et ensuite, paf, on recorrige pour aller chercher du coup les plus bas vers les 60 000 $. Dans le cas contraire, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut surveiller et dans quel cas du coup on pourrait invalider le scénario et repartir dans une tendance haussière, que ce soit en daily et surtout en weekly. Mais pour l'instant, vous allez voir que c'est pas encore le cas, et vous allez voir que surtout au niveau des news, que ce soit au niveau de la guerre entre, comme d'hab, Iran, US, c'est déjà le cas depuis 2 bonnes semaines. Là, vous allez voir que c'est intéressant parce qu'en fait, on a eu un calme, on s'est calmé, c'est-à-dire qu'on a eu un ralentissement un peu du conflit et on pensait que c'était la fin et bam, c'est reparti d'un coup. Et finalement, on pensait que ça pouvait être aussi rapide que ce qu'on avait vu par exemple avec le Venezuela, où les US voulaient faire une frappe directe et rapide sur l'Iran pour ensuite direct passer à autre chose, mais il y a moyen que ça s'enlise un peu plus et qu'on ait un peu plus de difficulté à sortir en fait de ce conflit-là. Et ça pourrait être un peu un problème pour les marchés. Vous allez voir aussi qu'on a toujours le détroit d'Ormuz avec le pétrole qui bloque un peu l'économie mondiale, et ça, c'est pas ouf. Et aussi, dernière chose, vous allez voir au niveau de la macroéconomie, au niveau macro US, on a eu une data qu'on regarde souvent ensemble, qui a pas mal augmenté, et ça peut être vu comme un bon signe en fait pour que la Fed soit plus chill avec les taux d'intérêt. Mais vous allez voir que ça fait l'effet inverse parce qu'on est un peu trop monté que ce qu'on avait prévu, et ça pourrait être aussi un élément supplémentaire qui pourrait faire que la Fed va encore durcir en fait, si vous voulez, le bas avec l'inflation, parce que on peut avoir une inflation qui était déjà dans la galère, qui persistait déjà, et ça pourrait encore une fois s'accentuer à cause de ce genre de data. Donc on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. On va commencer directement avec Twitter, et je voulais vous passer ça, regardez ça, un peu le courant un peu du conflit qu'on a eu. On a eu en gros l'Iran qui met fin à ses frappes sur les pays voisins. Alors ça, c'est le premier truc qui est arrivé. Alors on l'a déjà vu ensemble dans la dernière vidéo, mais en gros, voilà, les US qui attaquent l'Iran pour soi-disant... Alors, il y a plusieurs prétextes, hein, mais le premier prétexte enfin, la première excuse qui est donnée pour attaquer l'Iran, c'est voilà, ils ont des armes nucléaires, et du coup, ils veulent éviter, enfin, ils n'ont pas encore des armes nucléaires, mais ils sont pas loin de l'avoir, ils veulent éviter que l'Iran accède à des armes nucléaires, et que du coup, ça devienne trop dangereux au niveau de la dissuasion nucléaire mondiale. Donc ça, c'est la chose principale. Après, il y a plein d'autres raisons, que ce soit, par exemple, que les US font ça pour impacter l'économie chinoise derrière, parce qu'il y a un réel intérêt à faire ça contre les Chinois. Il y a aussi le fait que, il y avait une théorie comme quoi c'est l'Iran qui voulait absolument attaquer enfin pas l'Iran, c'est Israël qui voulait absolument attaquer l'Iran, mais du coup les États-Unis l'ont fait en premier pour éviter que ça parte un peu trop en steak, parce que l'Israël voulait, je crois, utiliser une arme assez grosse, une grosse arme, donc plutôt une arme atomique contre l'Iran. Ça, c'est une théorie que j'ai vu circuler qui pourrait être faisable en réalité. Il y a aussi le fait forcément que les US, ils ont aussi intérêt à attaquer l'Iran pour récupérer des ressources de ce côté-là, et aussi à mettre en place un autre régime en place dans leur pays, parce que le régime en place en Iran est pas forcément ultra pour les US, et du coup ça avantage les US de mettre quelque chose de plus qui pourrait plus contrôler. Donc ouais, il y a pas mal de choses, et là encore je vous donne sûrement peut-être 10% des raisons de pourquoi les US attaquent l'Iran, et qu'on connaît réellement quoi. Mais du coup, bref, les US attaquent l'Iran, c'est le gros bordel, ça tire de partout. L'Iran, il commence à lancer des missiles sur les bases militaires américaines, mais sauf que ça touche Dubaï, ça touche un peu le Qatar, ça touche plein de pays voisins. Derrière, on a Trump enfin les US qui assurent qu'ils ont réussi à tuer leur chef leader qui est là depuis une trentaine d'années, et toute leur famille. Mais derrière, ce qui se passe du coup, c'est que le fils donc du chef leader du régime iranien donc a pris la place du coup de son père pour diriger le
le régime iranien et faire la guerre contre les US, mais on n'a aucun signe de vie de lui depuis, je crois, une bonne semaine. Et du coup, on ne sait pas si là aussi, il a été tué ou pas. Parce que c'est possible qu'il a été tué, et du coup, c'est pour ça qu'on ne le voit plus. Mais il est possible aussi que le régime iranien fasse genre qu'il a été tué pour que les US, en fait, calment leur, leur attaque contre l'Iran pour le tuer, en fait, tout simplement. Donc bref, c'est encore très très flou, en fait, par rapport à ça. Donc on a eu tout ça, on a aussi donc forcément le canal, la d'Ormuz, qui a été bloqué par l'Iran et qui a pas mal posé souci au niveau de l'économie mondiale. Et donc après tout ça, on s'est dit, voilà, ça peut pas être pire, parce que forcément, bah, on est allé assez loin dans l'escalade du conflit. Du coup, ça peut progressivement faire en sorte que les US se retirent du conflit et qu'en fait, ils atteignent leur cible et que maintenant, c'est terminé. Donc, c'est un peu ce qu'a affirmé Trump ici, parce qu'en fait, il dit que l'Iran s'est excusé et s'est rendu à ses voisins du Moyen-Orient et a promis de ne plus leur tirer dessus. Donc en fait, ça fait une sorte de désescalade du conflit direct. En plus de ça, on a eu l'Iran, je ne sais plus qui au niveau du régime, mais un haut placé au niveau du régime qui a fait une conférence en disant que il y a que c'était pas fait exprès qu'ils touchent en fait leurs voisins du Moyen-Orient et que de base ils voulaient juste viser les bases militaires américaines et que ça se reproduirait pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une heure après ça, et en fait, de nouveau, tu as des frappes aériennes, des drones, etc., ce genre de choses qui touchent les pays voisins de l'Iran et qui étaient de base pas concernés par le conflit. Et ouais, ça a été encore le cas aujourd'hui. Ça, vous voyez, c'était il y a donc dans la nuit là, il y a à peine quelques heures où on a eu pareil un drone qui est venu s'exploser sur l'une des tours les plus pas les plus connues de Dubaï, mais une des tours quand même assez emblématiques de Dubaï, où c'est pareil, ça fait encore pas mal de dégâts. Et du coup, en fait, ce que j'ai l'impression qu'on voit dans ces situations-là, c'est que Trump, il fait en sorte de montrer que tout est sous contrôle et que voilà, il est arrivé, ils ont atteint la cible qu'ils voulaient et que maintenant ils repartent et ça y est, c'est la fin. Et j'ai l'impression qu'ils essayent de montrer que voilà, c'est bon, c'est la fin, il faut passer à autre chose. L'Iran, ils ont perdu et voilà, ils veulent se rendre et ciao. Et en fait, j'ai l'impression que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué et que l'Iran, en fait, ils ont tellement la haine contre les US et ils ont tellement le seum. Alors, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais ils ont tellement voilà, une haine contre les US qu'ils ont attaqué et qui sont en train de, qui ont perdu leur chef suprême, etc., que ils vont tout faire en fait pour que la guerre se termine pas. Et j'avais vu un de leurs discours, une de leurs annonces qu'ils avaient fait, qui était en mode on décidera de quand la guerre aura fini de nous-mêmes. En fait, c'est eux qui décideront quand la guerre sera finie et qui vont rien lâcher tant que ils auront pas leur revanche. Et du coup, ça risque de durer je ne sais pas combien de temps. Et ça, c'est pas ouf parce que forcément, plus on reste dans ce conflit-là, plus il y a des vies humaines qui sont perdues, ça c'est sûr, au niveau civil, au niveau des drames qu'il y a autour de ça, et puis aussi au niveau des marchés, forcément, ça crée de plus en plus d'incertitudes et c'est pas forcément une bonne chose. Ensuite, au niveau du détroit d'Ormuz, alors c'est toujours un peu le bordel. Il y a Trump qui a dit qu'il envisageait de prendre le contrôle en fait du détroit d'Ormuz. En fait, là, il y a deux grands points principaux qui bloquent l'économie mondiale. C'est bien sûr le détroit d'Ormuz, donc pour voilà pas mal de transport qui passe à cet endroit et surtout pas mal de pétrole en fait qui passe à cet endroit et qui impacte tout le monde déjà en France, même en Asie, etc., où on a du coup un pétrole qui explose. Et c'est surtout aussi au fait que les gens se précipitent à la pompe par porte manquée qui amplifie le mouvement. Et le deuxième aussi chose qui impacte pas mal et qui m'impacte d'ailleurs moi qui est en Asie, qui va rentrer en Europe dans les prochains mois, qui est que la majorité des avions sont bloqués en fait, parce que la majorité des avions qui passent par le Moyen-Orient pour faire Asie-Europe, ils sont bloqués parce que tout ce qui passe par Dubaï, tout ce qui passe dans ces endroits-là, c'était du coup un trafic qui est énorme habituellement. Vu que là, on a eu des missiles qui ont été lancés un peu n'importe où de la part de l'Iran, c'était fermé. C'était réouvert après, parce qu'on est en mode ça y est, maintenant c'est fini. Et là, c'est en train de refermer et ça change tout le temps en fait. Ce qui fait que forcément, quand tu as la majorité du trafic aérien comme ça qui est bloqué au Moyen-Orient, en fait, ça bloque pas mal de choses. Et ça aussi, ça a un impact forcément sur l'économie mondiale et aussi un peu sur l'incertitude des marchés. Et dernier point aussi qui est intéressant, je trouve, à noter, c'est du côté de Dubaï. Dubaï, forcément, énorme hub alors je ne vais pas dire l'économie mondiale, mais du nombre en fait d'entrepreneurs, de millionnaires, milliardaires qui sont là-bas et qui ont un impact aussi direct ou indirect sur les marchés. Il y en a beaucoup qui sont partis, mais il y en a aussi beaucoup qui restent sur place et qui perdent confiance en fait tout simplement en la sécurité de Dubaï qui était très forte en fait sur les dernières décennies. Et là du coup il y a un peu tout ça qui part. Et du coup ça a des conséquences assez fortes. Où, par exemple tu as tous les hôtels qui se vident à Dubaï, tu as tous les endroits publics qui se vident aussi, tu as les prix qui s'effondrent au niveau des logements, au niveau des locations, et tu as aussi le marché de l'immobilier, j'ai vu à Dubaï qui a fait genre un -20, -15%, un truc comme ça en l'espace de quelques jours, c'est énorme.
Et on a Dubaï qui réagit plutôt bien sur certains points où, par exemple, ils vont prolonger les hôtels des touristes sur place aux frais de l'État. Mais tu as aussi d'autres trucs où c'est un peu moins bien, où, par exemple, ils vont faire en sorte de traquer toutes les vidéos, tous les messages, les tweets sur les réseaux qui dénoncent en fait le fait qu'il y a eu des attaques sur Dubaï. Et ils veulent faire en sorte de mettre ça sous le tapis, alors que c'est juste pas possible, quoi. Et ça, je trouve, ça envoie quand même un message fort, où en fait, tu avais énormément de gens qui étaient à Dubaï, et Dubaï était vraiment vu comme un endroit hyper safe, où il pouvait pas arriver grand-chose, où genre les gens y allaient pour la sécurité, pour le fait d'être dans un endroit très safe et très contrôlé, et au final, on se rend compte bah, que là, ça devient totalement l'inverse, quoi. Où ils commencent à se faire attaquer avec des missiles, alors qu'ils ont rien demandé. Et ça, ouais, je trouve que c'est quand même une image qui est assez forte, parce qu'en fait, si tu as Dubaï, voilà, qui est réputé comme un endroit très sécurisé, très safe pour les entrepreneurs, pour les gens qui font du business qui y vont, et qu'au final, c'est pas le cas, ben, ça dégrade complètement la perception de sécurité qu'on avait de cet endroit, qui était de base voilà, vu comme hyper safe. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir de Dubaï et qui ne vont pas revenir, les très riches, dans le doute de revoir ça, en fait, tout simplement. Ensuite, truc de fou, je sais pas comment l'emmener, mais regardez ça, la Maison Blanche, les gars, non, mais ils tweetent des choses. Déjà, la dernière fois, ça m'avait choqué les montages qu'ils faisaient, mais là, c'est hallucinant. En fait, ils gamifient la guerre en faisant des montages, si vous voulez, de bullying, de strike, etc., avec des jeux vidéo, en explosant, en fait, en faisant comme si voilà, les US, ils explosaient les Iraniens qui sont des qui, quoi. C'est hallucinant. Et la Maison Blanche, bah, ils ont fait plein de posts comme ça, à peu près similaires. Là, ils en ont fait un, par exemple, regardez ça, avec la Wii, les gars. Ou genre, mais c'est lunaire, genre vraiment, ils mettent les montages des gens qui jouent à la Wii et derrière, bam, ils explosent l'Iran, quoi. Avec leurs frappes aériennes, frappes de missiles, etc. C'est hallucinant de voir ça. Franchement, on n'avait jamais vu ça, je crois, auparavant. Et ça montre à quel point, en fait, je sais pas pourquoi ils font ça, mais j'ai l'impression qu'ils essayent de complètement décorréler la violence de la guerre avec des jeux vidéo, en fait, pour essayer de rendre le truc un peu plus cool, euh, un peu plus facile à accepter, si vous voulez. Et je trouve ça fou, en fait, de faire ça, parce que ça reste quand même des sujets qui sont ultra sérieux, euh, ultra graves, ultra dramatiques, et je trouve ça fou, voilà, de lier ça à ça, quoi. Enfin bref. Et ce genre de choses, par exemple, j'aurais jamais vu ça il y a 10-15 ans en arrière. Et aujourd'hui, c'est limite normal d'avoir ça, quoi. Donc quoi pour tout ça, au niveau de la guerre, un peu de ce qui se passe au niveau mondial. Ensuite, je voulais passer sur la data macro US, qui est aussi très importante, parce qu'on a eu une hausse du chômage. Et rappelez-vous, les gars, le chômage, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup au niveau des data pour l'inflation, parce que plus on a un chômage qui augmente, plus en général, ça va être quelque chose de bénéfique, en fait, si vous voulez, pour l'inflation, par rapport à la baisse de l'inflation, parce que quand on a un chômage qui monte, on a des gens qui consomment moins, et donc on a en général une baisse de l'inflation qui suit. Le truc, c'est que si on a une hausse du chômage qui est trop forte, et ben en fait, ça peut faire l'effet inverse où on peut rentrer dans une phase de récession qui peut être totalement fatale, en fait, si vous voulez, pour l'économie. Et donc, c'est comme ça, un jeu à jouer avec la Fed qui est d'essayer d'avoir des stats assez hautes, mais pas trop non plus, pour pas basculer dans une crise trop forte. Et du coup, c'est ce qu'on a au niveau du chômage. Et là, en gros, on a eu donc pas mal de bruit au niveau de cette data-là, parce que on a eu un retrait, ouais, de 92 000 emplois, ce qui est pas mal au niveau des US. Et du coup, forcément, ça a impacté le chômage qui a suivi la tendance avec 0,1% supplémentaire. Et du coup, dans ce contexte, forcément, ça fait peur au marché, parce qu'en fait, ça vient ajouter une instabilité durant cette période déjà bien assez instable. D'autant plus que le marché de l'emploi US commence à se stabiliser, et en fait, là, paf, on a cette data-là qui déstabilise la stabilité qu'on commence à avoir au niveau de l'emploi. En plus de ça, voilà, à cause de Hormuz, on a le baril du pétrole qui a pris plus de 60% depuis le début de l'année. Donc ça aussi, c'est une chose qui est à prendre en compte, parce que ça n'a pas aidé à diminuer l'inflation. Le fait qu'on ait l'emploi qui monte, ça c'est plutôt avantageux, mais il ne faut pas que trop qu'il monte, comme je l'expliquais. Mais le fait qu'on a le baril du pétrole qui augmente, ça c'est pas très bien pour l'inflation. Ça risque d'impacter à la hausse l'inflation. Et du coup, on va avoir une Fed qui se voit davantage réduite par rapport à la marge de manœuvre qu'elle avait de base, et ça tombe assez mal si on a un emploi qui continue à se détériorer. Et en fait, là, on se retrouve dans une situation où la Fed, c'était déjà un petit peu compliqué pour elle d'aller baisser les taux d'intérêt par rapport à toutes les macro, les datas de macro qu'on avait. Là, quand on ajoute du coup le chômage qui devient un peu plus instable, le pétrole qui augmente et l'inflation qui se persiste, ça va être encore plus compliqué pour la Fed d'aller baisser les taux d'intérêt dans le futur. Surtout qu'en plus de ça, je ne sais pas si vous avez pas suivi la news, mais en gros, on a eu quelques problèmes de liquidité. On a la liquidité qui reste tendue,
même pour les gens de la finance, comme par exemple BlackRock, qui n'a pas pu répondre à la demande de liquidité nécessaire pour permettre à tous les investisseurs voulant se désexposer de le faire en même temps. Et du coup, on a eu donc le géant BlackRock qui a été contraint de limiter les retraits de ses investisseurs. Et c'est vrai que quand on regarde le tableau un peu comme ça, voilà, hausse du chômage qui est instable. Et du coup, quand on regarde le tableau comme ça, c'est pas ouf. Le chômage qui devient instable, on a le pétrole qui explose et qui du coup fait galérer l'inflation. On a une petite crise de liquidité là sur BlackRock où il galère à gérer tous les retraits de ses investisseurs, ce qui fait que tout ça combiné, c'est pas la folie. Du coup, je vous laisserai aller checker un peu toutes les datas qu'il y a qui sont ici. Mais ce qui nous intéresse nous le plus forcément, bah, c'est le taux de chômage. Comme on l'explique ici, ouais, il en faut parce que plus on a de chômage, plus on a une inflation qui va avoir tendance à baisser. Mais si on en a trop, ça augmente le risque de récession. Et en fait, il faut en avoir pile assez pour que ce soit bon au niveau de l'inflation. Mais si on bascule un tout petit peu trop dans la récession, bah là, ça fait l'effet complètement inverse et c'est assez dramatique pour les marchés. Du coup, on avait un chômage qui était à 4,4. Là, on est actuellement à 4,3. Alors ça, c'était pour janvier. Ouais, on a ici le graphe. Vous voyez, on avait du coup une baisse du chômage qui se faisait progressivement parce qu'on était très très haut au niveau de 4,5. Là, on est remonté du coup de 0,1. Alors finalement, c'est pas ce qu'on attendait forcément. On attendait un 4,3 et on a eu 4,4. Donc on va voir comment la Fed réagit par rapport à cette news. Mais voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait impacter, en fait, si vous voulez, un peu plus l'inflation et qui du coup pourrait impacter le choix de la Fed de baisser ses taux d'intérêt pour encore plus tard. Bon, au niveau des graphes, au niveau de l'analyse technique, on a pas mal de choses à voir. Déjà, rappelez-vous, la dernière fois, dans la dernière vidéo, on s'était laissé là-dessus. On s'était laissé sur le fait que on visait le scénario, rappelez-vous, de canal baissier ici. Hop, on casse le canal baissier, target 72 000, et ensuite aller pousser vers les 74 000, où là, du coup, j'avais commencé à mettre des ordres en short pour combler du coup la FG weekly et 4 heures qu'on avait ici avant de, bam, chuter plus bas. Donc, dans l'ensemble, ça a plutôt bien marché, parce que regardez ça, c'est exactement ce qu'on a fait. On allait chercher les 74 000, on allait chercher quelques ordres de short que j'avais mis ici. Ensuite, on a commencé direct à corriger, donc franchement, c'est parfait, vraiment parfait de chez parfait. On est cherché à weekly, paf, on vient chuter. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que quand on prolonge en fait le canal baissier qu'on avait ici, et ben, vous voyez, on est pile revenu, on ira voir après, mais au niveau de la clôture weekly, daily plutôt, on est revenu pile sur le retest du haut du canal baissier qu'on avait cassé. Ce qui nous forme du coup un peu le pullback du canal pour ensuite remonter. Donc depuis le rebond ici, on a eu un joli rebond, vous voyez, des 65 000 aux 72 000. Et là, actuellement, on se situe pile dans les 72 000 $ où on a, je vous montrerai après pareil, mais une FG 12 heures et 30 minutes qu'on a ici, que du coup, on vient combler. Et logiquement, du coup, dans ce cas-là, moi, ce que je vise de ce côté-là, c'est combler cette FG pour ensuite repartir à la baisse. Et on est bien dans une cassure du canal baissier. Donc, on vient chercher les liquidités au-dessus des plus hauts ici, déviation à la hausse. Ensuite, on corrige. Et là, juste, on est dans un rebond pour combler les FG qu'on a ici avant de repartir à la baisse. Voilà, c'est ce que je vise sur cet Ario actuellement. Comme j'explique ici, je suis toujours en short sur BTC et tant qu'on ne fait pas de plus haut au-dessus des 74 000 $ ici, vous voyez, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 74 000 ici, pour moi, on reste dans le scénario de combler les FG et de corriger. Dans le cas contraire, dans le cas où on invalide ce scénario, il faut regarder, comme j'expliquais dans la vidéo, absolument la clôture weekly de la FG weekly qu'on a ici. Donc là, en fait, on a une grosse FG weekly dans cette zone qui a été déjà testée avec la mèche, ensuite un corrigé. Là, on revient dedans actuellement. En fait, tant qu'on reste dans cette FG weekly et qu'on ne passe pas au-dessus, on reste dans un scénario de tendance baissière, on remet dans la FG qu'on vient combler et on repart à la baisse. Dans le cas contraire, si on venait à commencer à inverser la tendance weekly, parce que pour l'instant, la tendance weekly, elle est baissière. Même si on a un petit rebond ici avec cette mèche ou avec cette bougie, on reste sur une tendance weekly qui est baissière. Pour invalider ça et partir dans une tendance weekly qui pourrait passer de nouveau haussière, il faut former une IFG, donc une clôture au-dessus de la FG, qui est donc au-dessus de ce niveau-là des 75 630 $. Si vous voyez qu'on a une clôture weekly au-dessus des 75 630 $, là, on pourra commencer à se poser la question de se dire, est-ce que les 60 000 $ n'étaient pas au final le bottom? Et ensuite, le deuxième étape de ça, c'est du coup aller chercher la deuxième énorme FG qu'on a ici, entre les 79 000 jusqu'aux 86 000. Et là, de nouveau, voir si on vient juste combler dedans pour repartir à la baisse, parce que ça peut être notre deuxième FG weekly à aller chercher avant de repartir à la baisse. Et en fait, on a un rebond un peu plus fort avant de péter, avant de corriger. Ou alors, si de nouveau, on fait une IAVG, on clôture au-dessus de cette FG weekly, au-dessus du coup des 86 000 $ au niveau de la clôture weekly, et ensuite, du coup, on repart à la hausse. En gros, pour moi, je pense que là, hop, en daily, vous voyez, on est toujours dans une phase de baisse et un rebond d'une tendance baissière. Si on passe au-dessus des 74 000 $, il y a moyen qu'on vienne chercher la FG 4 heures ici, au-dessus des 74 000 jusqu'aux 75 000 et quelques, qu'on n'est pas venu combler, parce que on est venu mécher juste en dessous, on n'est pas venu combler, donc on peut venir la combler ici avant de chuter. Et si par contre,
on forme notre FG weekly au-dessus des 75 630 $. Là, on va être dans une autre dynamique où on aura toujours notre plan baissier avec la deuxième FG à combler, mais on aura en tête potentiellement le fait qu'on peut inverser la tendance weekly. Et même si on vient combler au-dessus de la FG ici, on sera toujours dans une tendance weekly baissière. Vous voyez. Mais pour passer dans une tendance weekly haussière, il faut vraiment casser cette FG vers les 86 000 $, ce qui est pour l'instant pas encore le cas parce qu'on en est assez loin. Donc voilà, c'est un peu les scénarios que j'ai. Moi, personnellement, je privilégie toujours le scénario de baisse de, voilà, on corrige ici, ou alors, dans le pire des cas, on vient chercher la FG 4 heures avant de corriger. Mais par contre, comme d'hab, voilà, bah, j'évolue mon plan et je m'adapte par rapport à ce que me donne le marché. Donc pour l'instant, je suis là-dedans parce qu'on est toujours dans une tendance baissière weekly. Si je vois que ça s'inverse, on s'adaptera par rapport aux clôtures des FG qu'on fait en weekly. Ensuite, on passe sur Bitcoin. Hop, justement, je vais vous montrer ici. Alors en gros, vous voyez le gros carré violet ici, c'est la FG weekly. Donc on est venu dedans, vous voyez qu'on a ici. Et ensuite, vous voyez en 4 heures, donc il y a une deuxième FG juste là, vous voyez. On la voit, donc on a commencé ici avec la mèche jusqu'à là. Et celle-là, en réalité, on n'est pas venu la combler. C'est-à-dire que là, si on regarde bien au niveau de la mèche, vous voyez, on s'est arrêté juste en dessous ici, mais on n'est pas venu la combler. On s'est arrêté pile sur les 74 000, mais on n'est pas venu combler la FG qui a 74 163 $. Donc c'est pour ça qu'il y a une probabilité qu'on vienne, hop, venir combler cette FG 4 heures avant en fait de corriger. Et que du coup, là, on fasse ça en deux tops où ouais, bah, tout, hop, les plus hauts qu'il y a ici, bah, on est venu les chercher là, et là, on va les chercher une deuxième fois avec la FG 4 heures, et ensuite on part à la baisse, et on va chercher les plus bas vers les 60 000, etc., etc. Ça, c'est probable. Ça, c'est probable. C'est probable aussi que là, vous voyez, en hop, 12 heures, on a la FG weekly qu'on a laissé ici en corrigeant, vous voyez, de là à là, et en 30 minutes, la FG juste ici en bleu qu'on a laissé de là à là. Et donc là, même chose, vous voyez, actuellement, je suis toujours baissier parce que je me dis que faut regarder la clôture weekly 12 heures de cette bougie-là. Et tout simplement, si on voit que, vous voyez, donc là, il est quelle heure il est? Alors, cette bougie-là, c'est 7 heures, elle se close à 19 heures. Donc, si vous voyez qu'à 19 heures, alors là, c'est peut-être heure Asie par rapport à chez moi, mais si on voit qu'à 19 heures, la clôture 12 heures, elle est plus haute que la FG Weekly qu'on a ici, donc plus haute que ce niveau, il y a moyen qu'en fait, on fasse une IFG en 12 heures et il y a moyen qu'on vienne, tac, chercher la FG H4 avant de corriger. Si par contre, la bougie 12 heures là d'aujourd'hui, elle clôture en dessous, elle clôture dans la FG ou elle clôture en dessous de ce niveau en fait qui est ici, et ben là on a plus de chances d'aller chercher un plus bas direct et de former notre deuxième top juste là. Et du coup, on va former un top ici, deuxième top ici, pas franc par la baisse. Voilà, dans tous les cas, je reste sur ce scénario global qui est, voilà, on a notre range ici, hop, on vient dévier la liquidité à cet endroit, dans cet endroit ou dans cet endroit, peu importe, et ensuite on corrige les efforts. Et moi, ce qui me fera inverser du coup ce scénario-là, c'est le fait qu'on vienne faire une clôture weekly au-dessus de la FG qu'on a ici, et donc clôturer, vous voyez, au-dessus de ce niveau. Si là on clôture au-dessus de ce niveau en weekly, bah là par contre, on visera directement la grosse FG weekly qu'on a au-dessus, qui est entre ici et ici, hop, vers les du coup 80 000 $. Et là, je pense qu'on montera au minimum vers les 80 000 pour aller chercher du coup la FG weekly. Et dans cette zone, il faudra voir si on fait un top et on recorrige. Et du coup, on va faire un rebond plus haut avant de corriger plus bas. Ou si du coup on repart dans une dynamique haussière. Et là, par contre, on fera clôture en weekly au-dessus. Et là, on repartira dans un retournement de tendance en weekly. On ne sera plus dans une sorte de bear market baissier, mais on repart du coup dans une tendance haussière. Mais ouais, en weekly, pour l'instant, on voit clairement que la tendance, elle est baissière là. Et tant qu'on ne casse pas ce niveau, on reste dans une tendance baissière en weekly. Et en fait, même si on a un rebond qui vient là, on reste dans une tendance qui est baissière en weekly. Il ne faut pas mélanger le daily weekly. Le weekly, c'est vraiment une tendance qui est longue. En fait, c'est des longs time frames. Donc, même si on a un rebond qui passe de 60 000 à 80 000, on est toujours dans une tendance qui est baissière, vous voyez, ici en weekly. C'est comme ce qu'on avait ici, dans le Dead Cat Bounce, où entre les 80 000 et les 98 000 $, il y avait vraiment un grand rebond, mais on était toujours dans une tendance qui était baissière en weekly, en fait, tout simplement. Et pour casser la tendance baissière en weekly, il fallait chercher un plus haut et donc aller chercher la clôture de cette FG weekly et bien sûr le plus haut qu'on a ici. Mais pour ça, on a de la marge. Et on peut aussi, d'ailleurs, c'est du ruban qui est assez bien, je trouve, pour suivre les tendances weekly, que ce soit baissière ou haussière. Et quand on met le ruban ici, vous voyez, de nouveau, c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'il est pile sur le haut de cette FG. Et donc, en fait, avec le temps, il va continuer à baisser un peu comme ça, de cette manière-là. Et ici, du coup, pareil, on passe au-dessus du ruban, plus on clôture au-dessus de la FG weekly, là pour être sûr qu'on inverse la tendance weekly et que là on repart dans une dynamique de hausse en fait tout simplement et que ça aurait été bottom.
Mais voilà, pour l'instant, on n'y est pas, et c'est pas parce qu'on est ici aux 70 000 qu'on va dire qu'on privilégie la cassure de la tendance à la hausse. On a encore beaucoup de marge, et pour l'instant, on a quand même plus de chances d'être toujours dans un rebond du tendance baissière que dans une nouvelle tendance haussière weekly, parce qu'on est encore loin de ces niveaux-là des 86 000 $. Quoi pour BTC, regardez ça du côté de l'S&P, des marchés traditionnels S&P et Nasdaq, vous voyez, en weekly, même en daily, on a eu un peu de correction. Pour l'instant, vous voyez, pareil, on reste toujours dans une dynamique qui est haussière en weekly, vous voyez, avec, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on monte, petite correction, petite correction, petite correction, petite correction, petite correction. Là, c'est pareil, on a des petites corrections, mais toujours dans une tendance qui est haussière. Pour l'instant, on n'a pas de décrochage assez puissant, comme par exemple on l'avait ici, ou même ici, avant en 2022, qui était beaucoup plus gros. Et en fait, tant qu'on n'a pas ça, ça reste aussi pour moi, vous voyez, en weekly sur les indices US, et surtout, ça impacte pas encore ultra fortement BTC. Et c'est le jour où, par contre, on a un décrochage plus fort, vous voyez, comme ça, avec une bonne correction comme ça, que là, on pourrait avoir un BTC qui chute direct beaucoup plus fort et qui va chercher en dessous des 60 000. Et ça peut arriver, parce que franchement, vous voyez, pour l'instant, il tire un peu à la baisse, ces indices. C'est pas mal d'incertitudes, pas mal tendu. Et il suffit d'une news un peu trop mauvaise et ça peut partir direct à la baisse. C'est ça qui me faisait peur, moi, déjà de base, quand on était tout en haut, là, sur les plus hauts au niveau des marchés traditionnels, c'est que je me disais que l'économie globale, elle est avec pas mal d'incertitudes, on a pas mal de tensions, de conflits, de choses qui peuvent faire que les marchés traditionnels peuvent encore baisser et qui peuvent faire que ça peut encore impacter BTC, qui a déjà baissé. Donc voilà, ça c'est à surveiller aussi. Côté du dollar, ça aussi c'est pas très très bon. On a un dollar qui remonte. Alors on a vu ensemble la dernière fois que, en fait, si on a un dollar qui reste dans ce niveau de range, ça va, parce que vous voyez, pour l'instant on est vraiment dans ce niveau de range et ça bouge pas. Donc si on revient là pour redescendre ici, ça va pas changer grand chose. Par contre, si on vient break ce niveau-là, là ça va être compliqué. Et on le voit, hop, ici en weekly, vous voyez, on le voit encore mieux. Si on break ce niveau-là, là, ça va être très compliqué. Et si on a un dollar qui accélère comme ça, parce qu'il break ce niveau et qui revient sur les plus hauts ici, là, eh ben, on pourrait avoir, à cause de cette hausse, une corrélation très négative avec BTC, avec un BTC qui prend à ses tarifs. Donc là, le dollar, je le regarde pas mal sur ce niveau-là. C'est hyper important de ne pas passer au-dessus de ce niveau si on ne veut pas que ça accélère du côté de BTC à la baisse. Donc pour tout ça, rapidement, je vais vous montrer quelques tokens que j'ai achetés. Alors j'ai toujours MGMA où je me suis fait éclater parce que pour l'instant, il est un peu mort. Il est même complètement mort, j'ai l'impression. 75 000 market cap, donc ça ne donne pas grand-chose. C'est pas grave, je hold. Ensuite, tiens, j'ai acheté Riverbot qui est intéressant. J'ai un pote qui m'a fait une thèse là-dessus que je trouvais pas mal. Du coup, j'en ai accumulé un petit peu. Et j'ai racheté du Dupe. Ça faisait hyper longtemps que j'en ai pas acheté. J'ai sorti tous mes tokens là sur les 30 millions de market cap quasi au top. On avait fait un bon coup. Et j'ai retiré ce qui me restait vers les 10, 12 millions de market cap. Du coup, là, j'en ai réaccumulé un peu ici vers les 8 millions. J'ai mis des ordres un peu en dessous des 8, 6, 7 millions. Parce que je trouve que le token est intéressant, et en plus il revient chercher ses bottoms. Je pense pas qu'on ira plus bas que ces niveaux-là, vers 4-5 millions de dollars. Donc si on revient sur ce niveau, c'est les niveaux que je rachèterai facilement. Et aussi j'ai toujours ST que je continue de hold pas mal, même s'il a bien corrigé. Et je crois qu'il a 1,5 million market cap, il a bien corrigé. Ouais, pareil, il reste plus haut que les plus bas qu'il a fait, il va pas faire chercher les plus bas. Après on est sur un token qui est vraiment bas en termes de market cap. Du coup forcément c'est pas hyper compliqué pour garder ces niveaux-là. Allez, je finis avec le commentaire de jour de Thibaut Champ 1092 qui me dit: peux-tu rappeler comment on trouve sur TradingView les FG? Merci. Alors j'ai t'expliqué ça. Alors, en fait, t'as pas d'indicateur ou quoi pour les trouver. Tu dois le faire du coup toi-même. En gros, tout simplement, les FG. Alors je te laisserai regarder exactement de quoi il s'agit parce que je vais peut-être pas te donner la définition exacte. Mais en gros, quand tu as du coup un marché qui monte, en fait toujours tu vas avoir des corrections. Et ça monte, et ça corrige, et ça monte, et ça corrige. Voilà, comme ça, en gros, en termes de théorie. Après, tu as plein d'autres petites patterns qui vont se créer, mais en général, ça monte toujours avec des corrections qui viennent du coup chercher les montées qu'on a faites. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe au niveau des FG, c'est que quand tu as quelqu'un qui va long, par exemple, cet endroit, qui va poser un long à ce niveau-là, et qui va voir que sa position monte, et ben il va pas forcément TP. Et en fait, quand le cours va commencer à corriger, lui, ce qu'il va faire pour sécuriser, c'est qu'il va mettre son stop loss ABE. Il va sortir de sa position, souvent au niveau sur lequel il est rentré. Et du coup, en fait, souvent, le marché, il vient chercher ces niveaux-là des gens qui ont mis leur position longue à ce niveau-là. Et du coup, c'est pour ça qu'on forme ce genre de FG. Et du coup, ce qui fait qu'à chaque fois, on vient combler les FG avant de repartir. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de repérer les FG et de rentrer sur ce niveau-là pour essayer de long et essayer de trouver les plus bas avant que ça reparte. Et après, à l'inverse, quand le cours, si vous voulez, descend, donc on descend, on remonte, on a la même chose, où des gens ils vont short à ce niveau-là.
plus bas, par exemple, les gens vont short à ce niveau-là. Et en fait, bah, quand on descend, ils vont avoir des profits, ils vont pas les prendre. Et quand on remonte, et bah, en fait, les gens, pareil, vont remettre leur stop loss ABE ici. Et du coup, on revient chercher le stop loss des gens avant de redescendre. Et du coup, de nouveau, c'est intéressant de se positionner en short dans ce niveau-là. Et du coup, comment on trouve les FG? Alors, regardez, je vais vous montrer par exemple en weekly. En weekly, par exemple, durant la montée, on va prendre le bottom qu'on avait ici en 2022. En gros, vous allez chercher 3 bougies qui se suivent, que ce soit haussière ou baissière. Donc, par exemple, dans une tendance haussière, pour trouver les FG à la hausse, eh ben, on va trouver 3 bougies vertes. Donc, par exemple, 1, 2, 3 ici. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre donc, la mèche qu'il y a là, vous voyez, de la première bougie verte, et vous allez décaler à la 3e bougie verte, à la mèche ici. Et donc, le trou qu'il y a ici, vous le décalez, et en fait, logiquement, on va revenir le tester pour, du coup, combler la FG. Et ouais, c'est ce qu'on a fait, du coup, justement ici. Ouais, on est monté, et là, bam, grosse mèche, on est venu combler la FG, et on est reparti. Et du coup, vous voyez, pour mettre un long dans ce niveau-là, qu'on est venu tester ici, bah, c'était intéressant. Après, il y a plein de détails où, en fait, bah, tu as des gens qui disent que la FG, il faut juste la toucher là, il y en a d'autres qui disent qu'il faut aller au milieu, il y en a d'autres qui disent qu'il faut la combler complètement. Moi, perso, je fais en sorte de mettre des ordres dans tous les niveaux de la FG. Et par contre, il faut laisser un peu d'espace parce que parfois, on peut mécher en dessous de la FG. Et ce qui est important dans la FG, c'est la clôture weekly. Enfin, c'est la clôture des bougies qui sont ici. Donc là, par exemple, vu que je suis sur des bougies qui sont weekly, et ben, ce qui est important à regarder, c'est la clôture weekly dans la FG. Parce que si on a une mèche qui, par exemple, descend ici et descend même en dessous de la FG, mais on clôture weekly dans la FG, pour moi, c'est bon. Par contre, si on vient clôturer en weekly au-dessus, enfin en dessous de la FG, et ben là on passe dans une IFG, donc on inverse la tendance si vous voulez, et on passe dans quelque chose de baissier. Donc voilà, vous pouvez essayer de faire ça de votre côté. Par exemple, regardez ici, vous en avez d'autres. Voyez, entre cette bougie-là, hop, et cette bougie-là, vous voyez de nouveau, là on a un gros trou entre cette mèche, on est venu le combler, parfait. Il y en a certaines qu'on n'a pas comblées. Par exemple, regardez ici à ici, hop, on prolonge, on l'a pas encore comblé. Et là, on est sur une FG qui est très très basse. Parfois, ça arrive que on n'avait pas les combler, hein, entre les 30 000 et 33 000 $, etc., etc. Et en fait, vous pouvez faire ça sur toutes les unités de temps. Et plus vous êtes sur une unité de temps haute, plus la FG va être importante à combler pour le cours, en fait. Et donc, quand on est par exemple sur des FG weekly, on a plus de chances que le cours revienne dedans que sur des FG, par exemple, en une minute. Et à l'inverse, à la baisse, quand vous voyez le cours il baisse, souvent on revient tester les FG à la baisse, par exemple. On en a une ici, vous voyez, quand on a baissé. Et donc ce que j'expliquais tout à l'heure, dans une tendance qui est baissière, souvent on vient chercher les FG qu'on a là avant de paf rebaisser, et ainsi de suite. Et donc là c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on descend, on forme la FG là, et ensuite on revient tester la FG ici avant de redescendre. Et du coup c'est pour ça que d'ailleurs, moi j'avais short à ce niveau-là, et j'avais short les 96 000 $ sur ce niveau-là, parce que vous voyez, on revenait dans les FG, et du coup c'était un endroit intéressant pour short. Et du coup, même chose, même histoire. Ici, on a une FG, hop, juste là, donc celle que je vous montrais tout à l'heure sur les 80 000, et une plus basse, ici, hop, qu'on est venu du coup dedans. Et c'est pour ça que short dans ce niveau-là, c'est intéressant, parce que vous voyez, de nouveau, une tendance qui est baissière, et là on revient, donc rebondir dans la FG, dans la première FG qui est ici, où on peut trouver un top pour corriger, ou voir aller chercher ce top là pour corriger. Mais c'est pour ça que shorter ici ou ici, c'est intéressant. Voilà, tout simplement. Après, je les ai peut-être pas. J'espère que je les ai bien expliqués, que vous les comprenez. Il y a sûrement quelques erreurs que j'ai dû faire parce que ça fait pas très longtemps, ça fait peut-être une année que je les utilise. Donc, je connais pas tout par cœur non plus, mais au global, dans la généralité, c'est comme ça que marche les FG. Donc, voilà pour ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est pas comme d'habitude, à la subscription, vous avez Swissborg pour investir. Et je vous mettrai quelques decks si vous voulez trader. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à plus. Ciao!